Vous écoutez RCFM, il est 18h. Et le journal, c'est avec vous, Laurent Diffray. Bonsoir. Bonsoir. La réforme des retraites et les motions de censure s'enchaînent en riposte au 49.3. Oui, après le groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, en début d'après-midi, c'est au tour du Rassemblement national de déposer une nouvelle motion. La motion du groupe centriste est perçue comme la plus menaçante pour le gouvernement car elle peut potentiellement réunir une grande partie de l'opposition, comme l'explique le député Paul-André Colombagne au micro de Paul Ortoli. Pour déposer une motion de censure, il faut 58 signatures. Le groupe LIOT ne possède pas 58 députés, donc il va falloir trouver des alliés pour déposer cette motion de censure et essayer de censurer ce gouvernement. On voit dans quel état, comment on conduit ce pays, c'est absolument insupportable. On n'est pas prêt d'arrêter malheureusement toutes ces manifestations dans le pays. Cette réforme, elle est profondément injuste et elle est ressentie comme profondément injuste par le pays tout entier. Et donc à un moment, il faut absolument que le président de la République entende ça. Moi, je n'ai absolument rien entendu tellement ça chahutait dans l'Assemblée. Je n'ai pas entendu une seule parole du discours de Mme Borne, mais je ne me retrouve pas du tout dans ses propos, bien évidemment. Depuis le début, on a cherché à bloquer la parole. Il n'y a pas eu de concertation autour de l'âge légal. C'était le principal bloquant. On a censuré le débat parlementaire avec le temps de parole limité. Et aujourd'hui, on sort le 49.3, alors qu'il pouvait aussi s'en sortir par un vote simple, même s'il y avait une motion de rejet très importante qui allait être votée par l'ensemble des partis que nous allions proposer. Et pour qu'une motion de censure aboutisse et fasse chuter le gouvernement, elle doit réunir 287 voix à l'Assemblée nationale, soit la majorité dans l'hémicycle. En réalité, il y a peu de chances qu'elles aboutissent car il faudrait une union de toutes les oppositions. Et une fois encore, tout va dépendre de l'attitude des députés les Républicains, Paul Barcelone. Même le jour d'après, les Républicains restent les faiseurs de roi. Assumez vos responsabilités. Appel du pied de la députée insoumise Danielle Simonet. Que celles et ceux qui sont conscients que cette contre-réforme des retraites est totalement rejetée, qu'ils assument de voter cette motion de censure. Mais après avoir négocié avec le gouvernement, les députés LR n'ont officiellement pas l'intention de le renverser, même si un autre insoumis, Éric Coquerel, les invite à un peu d'audace. Maintenant, j'espère qu'un plus grand nombre possible va la voter, de façon à ce qu'on mette en insécurité le gouvernement et qu'on montre encore un peu plus qu'il n'a plus de légitimité vis-à-vis de cette Assemblée. Si aucun LR ne figure parmi les signataires de la motion transpartisane, certains, une petite dizaine à ce stade, pourraient se laisser tenter par un vote de la motion de censure, de quoi désespérer le député Modem Erwan Balanant. Vous avez des républicains qui vont voter la motion de censure sur ce texte, qui, encore il y a un an, faisait campagne pour la retraite à 65 ans. Il faut arrêter de se moquer du monde. Au final, peu de chances que la motion soit adoptée. Il faudrait pour cela que le RN, la gauche, LIOT fasse le plein et que quelques 25 députés LR s'y associent. Politique, toujours Laurent, à Ajaccio, où deux hommes ne se parlaient qu'à coups de tacle par presse interposée. Le président de l'exécutif et le maire d'Ajaccio se sont enfin rencontrés. Gilles Siméon et Stéphane Eusbrach se sont entretenus hier pendant plus de 2 heures dans un échange qualifié de cordial et serein. Cette fois, aucune communication officielle n'est faite à la presse, mais le dégel est bel et bien entamé, Clémence Gourdon-Negrigne. Jusqu'à hier, l'entente entre le président du conseil exécutif de Corse et le maire d'Ajaccio était loin d'être cordiale, et ce, malgré le départ de Laurent Marcangeli au Palais Bourbon. La ville accusait régulièrement la collectivité de l'avoir abandonnée, et sur le terrain de la diplomatie, pas une rencontre depuis 5 ans entre le représentant nationaliste et le dernier bastion de la droite en Corse. Désormais, les voix off insistent sur le caractère d'une réunion sereine pendant laquelle les différends qui pouvaient opposer les deux exécutifs ont tous été purgés au travers des nombreux sujets abordés, les déchets, l'entrée de ville, le PTIC ou encore la PPE. Évidemment, aucune décision n'en ressort, il est trop tôt, mais les simples mains serrées entre les deux hommes à l'arrivée puis au départ du cours Grandval sont déjà significatives, insiste-t-on des deux côtés. Pour la suite, un calendrier a été acté. Une seconde rencontre est prévue dans les 3 prochains mois. Un nouvel attentat sur une résidence secondaire cette nuit. Les pompiers sont intervenus vers minuit à Galeri en Balagne après le signalement d'une explosion au lieu di Funtanach. 2 dispositifs explosifs couplés à des bouteilles de gaz ont été retrouvés sur place, mais aussi des tags FLNC et GTY pour Gloriatet Yvan sur la façade de cette construction en cours, propriété de Continentaux. Bilan, aucune victime et des dégâts moyens sont à déplorer. L'enquête a été confiée à la gendarmerie et le parquet national antiterroriste a été avisé. Les faits divers, toujours un incendie sur la commune de Castello di Rustino ce vendredi. Le feu est parti en fin de matinée. Les flammes ont parcouru plus de 4 hectares sur un terrain inaccessible. Un feu quasiment éteint en ce début de soirée. Tous les voyants sont au vert pour l'aéroport de Calvi. Oui, l'aéroport
l'aéroport de Santa Catalina qui sort d'une année exceptionnelle avec une augmentation de 16% du trafic par rapport à 2021. Un résultat essentiellement dû aux nouvelles lignes vers l'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre ou encore la Belgique. Et l'aéroport de Calvi n'oublie pas le national avec des nouvelles lignes pour Lille ou Bordeaux. En tout, 346 000 passagers ont transité par l'aéroport de Balagne en 2021. C'est un week-end de ferveur et de tradition dans l'île qui commence ce soir et pour ce week-end. Les deux plus grandes villes de Corse s'apprêtent à célébrer deux grandes fêtes religieuses. La Saint-Joseph, ce sera dimanche à Bastia. Et avant, Patrick Vinciguer, Ajaccio célèbre Notre-Dame de la Miséricorde, patronne de la cité impériale. À Madonoucha, dont les commémorations débutent ce soir, les Ajacciens allument des cierges sur la place Foch, au pied de la statue de la Vierge, alors que des bougies éclairent fenêtres et balcons. Mais c'est demain, jour férié, que se concentre l'essentiel des cérémonies. Après la messe en la cathédrale d'Ajaccio, une procession a lieu à travers les ruelles de la ville. L'origine de cette fête remonte à 1656, de peur que la cité ne soit touchée par la peste qui sévit à Gênes. Le Conseil des Anciens décide de placer Ajaccio sous la protection de Notre-Dame de la Miséricorde. Des processions eurent lieu et jamais la peste n'atteignit les rivages insulaires. Dimanche, place donc à la Saint-Joseph à Bastia, plus précisément dans le quartier Saint-Joseph. Les Bastiais honorent l'un de leurs saints patrons, messe à l'église Saint-Joseph et procession jusqu'à la cathédrale Sainte-Marie. Cérémonie religieuse et ambiance festive toute la journée où l'on peut déguster les traditionnels panzarotti, de fête à Ajaccio et à Bastia, présidés par le cardinal Dominique Mambarti. Rendez-vous ce soir à 20h sur la place des Palmiers à Ajaccio. Et pour finir, du football ce week-end. Demain à 19h en Ligue 2, le Sporting se déplace sur la pelouse du Paris FC. En Ligue 1, l'ACA reçoit l'AS Monaco ce dimanche à 13h. Deux rencontres à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu RCFM.